Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h39 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias avec des quotidiens israéliens qui reviennent ce matin sur la visite de Binyamin Netanyahou à Davos et sur ses rencontres dès hier avec plusieurs dirigeants importants comme Angela Merkel et comme Emmanuel Macron. Lors de chacune de ces rencontres, le Premier ministre a eu la même attitude. Il a demandé à ses chefs d'État d'apporter des rectifications à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, des rectifications importantes et non cosmétiques, aurait dit M. Netanyahou à Angela Merkel. Et dans le cas de l'Allemagne, eh bien, il semble peut-être que les pressions du Premier ministre commencent à porter leurs fruits. Selon le Israel Hayom, le gouvernement allemand aurait en effet confirmé durant la journée d'hier entretenir des contacts étroits avec d'autres gouvernements ou d'autres chefs d'État européens afin de vérifier ce qu'ils appellent des améliorations à cet accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015. Au ministère des Affaires étrangères à Berlin, on a affirmé que des consultations avaient eu lieu à Londres à ce sujet dès la fin de la semaine dernière et avant même le début du sommet de Davos. Le Der Spiegel allemand avait affirmé que les gouvernements allemands, français et britanniques envisageaient de telles améliorations en se rapprochant de la position des Américains. Selon ces informations, le gouvernement allemand exercerait actuellement des pressions sur les Iraniens, en particulier dans le dossier des missiles balistiques, afin d'insérer, je dirais, des limites à propos de ces missiles, limites qui ne figurent pas pour l'instant donc dans l'accord de Vienne initial. Lors de sa réunion avec Emmanuel Macron, Binyamin Netanyahou a également demandé au président français de réévaluer l'accord de Vienne, un président français dont on connaît les critiques à propos justement du programme des missiles balistiques de Téhéran. Eldad Beck dans le Israel Hayom confirme ce sentiment de changement dans son éditorial ce matin. Il rappelle que sans la détermination de l'administration Obama et de l'administration Obama-Kerry, on peut le dire, à conclure cet accord avec les Iraniens, les Européens auraient peut-être exigé plus de concessions de la part de Téhéran. Entre-temps, explique Eldad Beck, les Européens ont pu constater que cet accord n'avait pas du tout atténué les désirs expansionnistes des Iraniens, on l'a vu à travers leur présence en Syrie, et n'a pas conduit l'Iran à se ranger dans le giron traditionnel de la communauté internationale, et c'est ce qui est en train de conduire apparemment certains gouvernements européens à envisager de réviser leur position face à cet accord de Vienne. Dans le Yediot Aharonot, Yoav Plumer, qui commente ces rencontres entre Binyamin Netanyahou et d'autres chefs d'État à Davos, titre ni plus ni moins Netanyahou, le nouveau Shimon Peres. Si je vous dis, écrit Yoav Plumer ce matin, si je vous parle d'un leader israélien apprécié qui est courtisé par de nombreux chefs d'État lors du forum économique de Davos, eh bien vous penserez immédiatement à Shimon Peres. Eh bien, ce n'est plus Shimon Peres qui était très populaire effectivement à Davos dans le passé, mais le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui l'est aujourd'hui. Et puisque nous avons mentionné il y a quelques instants John Kerry, eh bien sachez que le Maariv nous révèle une conversation étonnante entre l'ancien secrétaire d'État américain Kerry et Hussein Agha. Hussein Agha, un entretien qui s'est tenu à Londres il y a quelques jours. Dans le courant de cette rencontre, Kerry, qui a été le bras avancé de la politique de Barack Obama au Proche-Orient, a suggéré à Agha de conseiller à Mahmoud Abbas de ne pas prolonger la rupture avec l'administration Trump et au contraire de reprendre la main dans le processus de paix en proposant un plan de paix et de règlement du conflit. Dites à Abbas de ma part qu'il reste fort et qu'il joue la montre, aurait dit donc John Kerry à Hussein Agha, qui est, il faut le rappeler, un des artisans du processus d'Oslo et également celui qui avait préparé l'accord entre Abou Mazen et Yossi Beilin en 1995. Selon Kerry, Donald Trump ne restera pas longtemps à la Maison-Blanche et d'ici un an, il ne sera plus président. Une déclaration stupéfiante, surtout lorsqu'elle vient de la bouche d'un homme comme Kerry, qui est considéré comme le principal responsable de l'impasse actuelle dans le processus de paix. Un homme qui avait promis aux Palestiniens qu'il obtiendrait d'Israël la libération de tous les terroristes palestiniens à l'époque dans le cadre de la fameuse 4e phase des pourparlers israélo-palestiniens, et même sans que ces négociations n'aient abouti. Il semble donc que John Kerry plane quelque peu, mais il est intéressant de le rappeler à notre bon ou moins bon souvenir ce matin.
Tous les quotidiens reviennent ce matin en images sur le terrible accident de la route qui a décimé la famille Lipnik de Chave-Chomron avant-hier soir. Et les journaux nous montrent les photos poignantes des obsèques des deux enfants, Ori et Roy, qui ont été tués donc lors de cet accident. On y voit le père de famille, Ohad, qui a été blessé lors de l'accident et qui a tenu à assister aux obsèques de ses deux enfants et qui a parlé en son nom et au nom de son épouse qui a été grièvement blessée. Le Israël Hayom souligne l'acte de noblesse du père qui a accepté que des organes de ses deux enfants, des cornets, soient transplantés sur des malades, ce qui a permis de sauver des vies humaines. Dov Gilard, ce matin, en ouverture du journal de Kol Israël, relate en termes émouvants comment la famille Lipnik était de retour d'un concert de son chanteur préféré, Hanan Ben-Ari, un concert au cours duquel le chanteur avait même diffusé une surprise, un petit film en vue de la bar mitzvah d'Ori qui devait se tenir dans quelques semaines. Et de retour de ce concert, la voiture a donc percuté de plein fouet un véhicule palestinien dont le conducteur roulait apparemment trop vite et avait perdu le contrôle. Hanan Ben-Ari, le chanteur, a envoyé un post hier dans lequel il a affirmé qu'il n'a pas dormi en apprenant la terrible nouvelle. Et les journaux soulignent que la route où s'est produit cet accident est considérée comme une route particulièrement dangereuse. Le Times of Israel, dans sa version en français, revient ce matin sur la visite du président de la Knesset, Yuli Edelstein, à Bruxelles, au Parlement européen, dans le cadre des commémorations de la Journée internationale de la Shoah. Edelstein, qui n'hésite pas à accuser les dirigeants européens d'avoir un double langage, solidarité avec les Juifs, mais également légitimation du Hamas. Pour le président du Parlement israélien, les dirigeants européens aiment les Juifs, mais pas les Israéliens. D'un côté, ils soutiennent les communautés juives locales lorsque celles-ci sont victimes d'actes antisémites et de crimes de haine, mais dans le même élan, ils n'ont aucun problème à accuser les Israéliens de crimes inventés. Comment des élus européens, affirme Yuli Edelstein, peuvent-ils marcher un jour avec la communauté juive et le lendemain contre l'État d'Israël? Edelstein a reproché également aux dirigeants européens de ne pas avoir condamné un concours de caricature antisémite qui s'était tenu récemment en Iran. L'affaire Yonatan Geffen continue d'alimenter la chronique en Israël. Et hier soir, c'est le fils de Yonatan Geffen, le chanteur Aviv Geffen, qui est monté au créneau pour soutenir son père, qui, je vous le rappelle, avait dressé dans une chanson une comparaison plutôt déplacée entre Aed Tamimi, la Palestinienne accusée d'avoir giflé un officier de Tzahal, et des héroïnes juives telles que Hannah Senesh et Anne Frank. Aviv Geffen a accusé le ministre israélien de la Défense d'être un héros dans les paroles, mais rien de plus. Lieberman, qui après avoir entendu la chanson de Geffen, père, avait ordonné de censurer ses chansons sur Galei Tzahal. Aviv Geffen a saisi l'occasion pour rappeler que son père était le neveu d'un véritable héros d'Israël, puisqu'il s'agit de Moshe Dayan, et il a lancé dans un post sur Facebook au ministre Lieberman: au lieu de lutter contre le renforcement religieux dans Tzahal, vous luttez contre des chansons. Sachez qu'Israël n'est pas seulement votre maison, Israël Beitenu, le nom du parti d'Avigdor Lieberman, mais également la nôtre, a dit Aviv Geffen avant de déclarer exprimer la nécessité de défendre la liberté d'expression. Dans le contexte très tendu de cette affaire, plusieurs artistes ont, semble-t-il, laissé leurs paroles dépasser leurs pensées. C'est le cas en particulier du chanteur Gidi Gov, qui hier a affirmé à l'adresse du ministre de la Défense entendre avec un accent russe accuser Yonatan Geffen d'être un ennemi d'Israël, c'est très dur pour moi. Comprenant quelques heures plus tard la signification de cette petite phrase, Gidi Gov s'est excusé, il a affirmé qu'il ne voulait pas porter atteinte à l'Aliyah de Russie. Mais entre nous, le fait est que ces artistes, souvent de gauche et qui d'apparence sont des gens tolérants, s'avèrent souvent, lorsqu'ils donnent libre cours à leurs véritables sentiments envers des olim de l'ex-Union soviétique, les rois de l'intolérance. Fin de citation. Et puis, le Makor Rishon, dans son site d'information, nous brosse le portrait ce matin de Tom Rose, le conseiller du vice-président américain Mike Pence, qui était en Israël, qui accompagnait donc son supérieur, son patron, lors de sa visite en Israël. Tom Rose, qui est un juif orthodoxe et sioniste, qui porte en permanence une kippa sruga crochetée. Tom Rose a attiré l'attention des journalistes israéliens par sa kippa, et Tzvika Klein du Makor Rishon s'y est intéressé, il a interrogé, on le voit, on affirme que Tom Rose est très proche du mouvement Lubavitch et qu'il s'agit d'un homme très pratiquant qui veille à se munir de repas cachers dans chacun de ses déplacements et qui est considéré donc comme un pro-israélien inconditionnel. L'affaire provoquée par la blague de Laura Lone sur la Shoah et sur le nombre de juifs disparus dans la tourmente a été mentionnée hier dans la presse israélienne, plus exactement sur le site du Haaretz, qui explique la blague et le débat qu'elle a provoqué
Offense ou blague, titre Shlomo par Pierre Blatt, le célèbre journaliste israélien qui a été longtemps le correspondant du Yediot à Paris. Pierre Blatt détaille la blague de Laura Lone et l'écho qu'elle a entraîné en particulier dans la communauté juive et sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, pour clore cette revue de la presse, revenons dans le Time of Israel sur le nouveau film du cinéaste israélien Amos Gitaï qui se déroule dans le tramway de Jérusalem et qui utilise une mosaïque de personnages qui se servent du tramway comme métaphore pour insister sur, je cite, la division de la ville. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Samantha Assouli pour parler des échos, on va dire, du gala du Cœur des Mamans qui s'est tenu avant-hier à Tel Aviv. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.